Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première table ronde de l'après-midi. Merci d'être là alors que vous auriez pu faire une sieste et je compte sur vous pour ne pas en faire une. On est là aujourd'hui pendant 1 heure pour parler de la question des transformations du spectacle vivant et d'explorer un peu des pistes pour renouveler l'expérience spectateur-spectatrice. Donc je m'appelle Émilie Gonneau, je suis la fondatrice et directrice d'une organisation qui s'appelle Causa, qui est tout ce qui est modération, discussion autour de la musique, l'innovation et l'engagement. Je suis aussi membre de la commission innovation du CNM et, tant qu'à faire sur le CNM, autrice du livre L'artiste, le numérique et la musique, que je suis en train de terminer en mise à jour. Voilà. Avec moi pour parler de ce sujet, j'ai Juliette Donadieu, qui est la directrice générale de la Gaîté Lyrique. J'ai Marie Vercotteren, qui est officiellement directrice adjointe de la direction du soutien aux artistes et aux entreprises et aux projets au CNM, tout particulièrement sur les commissions de l'innovation et de l'aide aux lieux. C'est ça ? À peu près ça. Et j'ai Cyril Thomas-Simino, qui est fondateur de Bipole et qui s'occupe du projet Démocrative. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'était qu'il y a énormément de choses qui changent, il y a beaucoup de transformations du spectacle vivant, mais pas que technologique, écologique, social. Et à travers tout ça, il y a la question centrale de l'expérience spectateur, spectatrice, qu'on a souvent un petit peu cantonnée à la scène. Et l'idée aujourd'hui, c'est un peu d'explorer tout ce qui se passe en termes de tendance et de ce qu'elle révèle, voilà, au sens large, de comment on renouvelle cette expérience des spectateurs et des spectatrices. On y va ? Alors, il y aura 5-10 minutes de questions à la fin, si vous voulez. Donc, vous ne pouvez vraiment pas faire de sieste, parce que vous allez devoir préparer vos questions. On va commencer par des petites présentations situées. Pour les personnes parmi nous, ici sur scène, qui produisent ou accueillent des spectacles en tant que spectateur, spectatrice vous-même. C'est quoi qu'est-ce que vous aimez le plus dans un spectacle et pourquoi ? Allez, je commence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je dirais la rencontre ou la surprise de ce qu'on imagine avant le spectacle et puis l'émotion qu'on a quand on est à l'intérieur de la salle. Cyril ? Je représente Bipole, qui est producteur de spectacles et tourneur. Donc on a la chance de produire un petit milieu de représentation artistique par an et donc de bouger très régulièrement en représentation. Donc c'est vrai que c'est très chouette de se retrouver, de s'inspirer, de découvrir, déjà d'échanger, souvent de coopérer. Et donc à travers ces événements et ces spectacles, c'est beaucoup d'inspiration qu'on ramène et qu'on met à profit de nos événements. On est basé à Marseille en plus, donc on est ouvert. Marseille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit village entre Lille et Alger. Et donc c'est toute une ouverture aux nuits méditerranéennes et assez diverse. Un soir c'est couscous et le lendemain c'est moules frites. Donc voilà, c'est très diversifié. Très bien. Et du coup, on va enchaîner par rapport à ça. Une expérience, parce que c'est un terme qu'on a, l'expérience spectateur, spectatrice. Qu'est-ce qui fait que si vous deviez faire une recette d'une expérience réussie, est-ce qu'il y aurait des ingrédients en particulier, une manière de les cuisiner ? Je vais peut-être, en fait, les ingrédients, ils sont liés. Peut-être là, je vais parler de la Gaîté Lyrique. Donc, je suis effectivement directrice du nouveau projet que la ville de Paris a choisi à la fin de l'année dernière. On est rentré dans le lieu tout début janvier et on a ouvert les portes il y a quelques semaines, donc mi-mai. Donc depuis mi-mai, on essaye de mettre en place on va dire l'ADN du projet de la Fabrique de l'Époque. Et ce qu'on a souhaité faire avec cette Fabrique de l'Époque, c'est une démarche collective et se dire qu'un lieu culturel devait à la fois répondre à une responsabilité artistique, culturelle et sociale. Et comment le faire ? Il fallait se mettre ensemble et travailler sur cette notion de coopération qui va revenir beaucoup dans la manière de faire lieu, dans la manière de faire spectacle et de pouvoir rassembler des publics très très différents. Et donc l'inspiration, je parlerai de là d'un des moments qui vient de se passer, qui était avant-hier. On avait à la Gaîté, à la fois dans le club, qui est un programme d'Arte qui va devenir un mensuel à la Gaîté, avec un concert plein, donc retransmis sur Arte.
à la fois en même temps une distribution à destination d'étudiants en situation de précarité avec des distributions de colis alimentaires et de vêtements, et en même temps une conférence avec une sortie de livres. Et cette idée de pouvoir, quand on rentre dans un lieu, se dire d'avoir toutes ces inspirations au sein d'un même endroit. Très bien. Cyril? Je retrouve un petit peu les mêmes termes, mais je pense que voilà, c'est des notions d'engagement, qu'ils soient d'une part artistiques. Ce que je vais particulièrement apprécier aussi, et je l'entends dans ton discours, c'est de mailler, de sortir un peu de cette filiarisation à outrance et de mailler les disciplines artistiques, aussi travailler sur les transmissions, l'émergence, de créer des créations inédites entre des artistes émergents et des fois des têtes d'affiche. Plein d'autres responsabilités, je crois qu'il y en a énormément dans des événements culturels, c'est un peu le lien, la relation entre l'art et la société. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu sur des environnements qui soient écologiques, qui soient inclusifs, sociétaux, responsables. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une forme de soutenabilité pour les publics, pour les artistes, pour les actrices, acteurs culturels qui sont invités, qui participent aux événements. Et dans le festival idéal, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver aussi une soutenabilité pour toutes les équipes, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de production, et qu'elles soient aussi au niveau de la direction générale, qui apprécierait bien, je pense, pouvoir équilibrer des budgets sans faire des taux de remplissage de 115%, et partir à la guerre à la trésorerie pendant un an derrière un événement ou une édition pour notre part du festival. Donc, je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que tu as donné un exemple de à quoi ça ressemblerait cette soutenabilité pour l'administration, par exemple, et tu parlais des équipes techniques, par exemple, ça ressemblerait à quoi ? Équipe technique, c'est de multiplier. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a des équipes techniques sur un festival qui vont travailler pendant tout un montage, qui s'approprient des territoires scéniques, ou backstage, ou extérieur ou intérieur. Et il faut faire en sorte de multiplier les services, de multiplier les usages pour avoir une soutenabilité physique et aussi une certaine forme de sobriété. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, mais qui a un coût, et qui a un coût énorme. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir le Centre national de la musique qui nous aide énormément sur des programmes de financement et sur des aides au projet. Néanmoins, on le sait, on reste quand même dans les zones d'ombre souvent des collectivités territoriales qui doivent apporter du financement et peut-être même du fonctionnement pour que tout ça devienne soutenable. Donc voilà, le festival aujourd'hui, tu posais la question, quel est le festival un peu idéal ? Je l'ai pas, j'ai pas le nom. Je pense que c'est à la jeunesse, et je le créerai pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une confiance dans une jeunesse entrepreneuriale qui est certainement la seule garante d'un avenir culturel lucide et responsable. Et pour le coup, il faut leur faire confiance, il faut déconcentrer les financements et être de plus en plus inclusif auprès de cette jeunesse entrepreneuriale. En parlant de financement, Marie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du rôle du CNM, du plan lieu, de toutes ces choses que tu supervises ? Et de la philosophie aussi de cet accompagnement et de ces aides. Ok. Je peux redécomposer là. Ouais, non. En moins d'une heure. Alors on y va. Sur ce que vient. Bonjour à toutes et à tous. Sur ce que vient de dire Cyril, c'est bien parce que ça m'a fait écho vraiment sur la question de l'accompagnement entrepreneurial. Alors, je ne vais pas spécifiquement parler des aides au lieu ou à l'innovation, mais bien de la manière dont le CNM accompagne les entrepreneurs, et pas que dans la crise sanitaire ou pas que dans la relance suite à la crise sanitaire, mais bien être à l'endroit de l'entrepreneuriat au moment où ils en ont besoin. Donc, on va être sur du complément de financement sur des projets artistiques classiques, tournées, phono, édition. Mais aussi, on va être sur de l'accompagnement sur le volet du projet entrepreneurial, un festival, une salle de spectacle, si on n'est que sur le volet spectacle vivant. On va pas combler l'absence de recettes billetterie, par exemple, ou on va pas combler le gap sur les hauts contrats de cession. On va faire en sorte que nos aides soient dirigées vers tout ce qui coûte et ce qui ne rapporte pas, en sonnant et trébuchant, mais qui rapporte évidemment et qui est indispensable dans la question du sens, pour reboucler sur la question de l'expérience spectateur. Donc par exemple, sur nos aides au festival ou nos aides aux salles de spectacle, on va être extrêmement vigilant sur ce qui est mis en place. Alors nous on appelle ça élément de convivialité, mais je pense que le terme n'est pas forcément exact, mais vraiment ce qui
rend l'expérience spectateur agréable, mais aussi qui rend le projet le plus sobre possible, enfin avec la prise en compte de toutes les injonctions contradictoires auxquelles vous avez à faire face en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment ce que le CNM essaye d'accompagner au sein du projet. Et pour revenir à ma première idée, excusez-moi, il fait très très chaud. Sur la question de l'accompagnement entrepreneurial, donc il y a Louise Aide et Giancarlo Staffetti qui sont présents, qui sont les deux personnes qui suivent le service aide aux entreprises du CNM. Donc on a vraiment un service aide à l'accompagnement financier des entreprises. Ils s'occupent de la commission innovation, dont je parlerai un peu plus tard, mais ils s'occupent aussi d'une commission soutien aux entreprises, où il y a deux dispositifs. Un dispositif qui est un soutien aux entreprises fragiles. Donc là, on va être vraiment sur de l'accompagnement financier pour problématiques de trésorerie, etc. Et un autre dispositif qui est très intéressant, qui s'appelle développement des entreprises, où on va aller justement accompagner une entreprise sur son développement, sur des actions qui ne sont pas son cœur de métier. Donc typiquement, alors je vais donner du basique, mais on va aller voir... un producteur phono va venir nous solliciter en disant moi je développe une activité tournée, je prends des risques pour faire ça, donc j'ai besoin que vous m'accompagniez. Et bien évidemment, l'âge de l'entrepreneur ne rentre pas en ligne de compte. Et donc en fait, toute initiative de développement innovante, quel que soit le porteur de projet, mais donc un jeune entrepreneur est plus que bienvenu, pourrait être accompagné dans ce dispositif. Pardon, j'ai été très longue et j'ai oublié plein de trucs, mais dans un premier temps, non, voilà. Mais c'est parfait, et je vais rebondir là-dessus et te faire parler encore, mais sur la partie commission innovation, parce que je sais évidemment, mais on voit passer des dossiers très divers, parce que l'innovation, elle s'applique à beaucoup de choses, mais notamment par rapport à la question du spectacle vivant, très axé technologie. Est-ce que... Oui. Voilà, je t'en prie. Alors, sur la commission innovation, la grosse spécificité de la commission innovation du CNM, c'est qu'on s'adresse non pas aux acteurs de la filière de musique et de variété, mais on s'adresse aux inventeurs de solutions. Alors, ça peut être des acteurs de la filière, mais ça peut être aussi des acteurs qui ne sont pas dans la filière. Et dans ces solutions, il y a des solutions très techniques, comme tu le dis, mais finalement, on a regardé avec Louise Aide tout à l'heure, il y a assez peu de propositions d'innovation qui sont à destination réelle du spectacle vivant. Il y a des propositions de solutions de billetterie, donc on peut dire que le spectacle vivant est concerné, mais ça reste en prestation. Et en fait, la question de l'innovation d'usage, permettant une innovation dans le spectacle vivant, on a balayé rapidement, on n'en a pas eu. Vous n'en avez pas eu parce que tu es membre de la commission. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les innovations ou l'amélioration de l'expérience spectateur, on peut même aller jusqu'à la question de la gestion du son, et notamment l'application du décret son, etc., pourrait tout à fait faire l'objet de demandes et d'innovations au sein de cette commission, et on n'a pas ces demandes-là. Avis aux gens qui seraient vraiment, mais vraiment, et puis pour le coup, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on doit, sur les innovations d'usage pour le spectacle vivant, on doit vraiment, en tant que CNM, être présent pour accompagner et ceux qui proposent des solutions. Je ne peux pas vous donner d'exemple parce que, en fait, c'est bien leur métier. Et les acteurs, que les acteurs puissent s'en emparer. Cyril, tu voulais peut-être parler un peu de, justement, parce que quand on parle renouvellement de l'expérience spectateur-spectatrice, qu'on accole ça à de l'innovation, on va penser expérience augmentée, immersive, hybride. Toi, tu voulais peut-être... tu as un avis sur la question? Oui, j'ai un avis. C'est un sujet qui nous a beaucoup intéressés. Et encore plus au sortir de la crise Covid, je crois qu'on retrouvait des établissements culturels qui, en tout cas nous, au niveau des scènes musiques actuelles, c'était très compliqué. On voyait des formats live, concerts, où on demande à un public de venir à 20h, 20h30 entracte, première partie, tu vas boire ta bière à 22h, tu quittes l'espace à 22h30. On a vu qu'il y avait une certaine lassitude et un désintérêt des publics sur ce type de format très verticaux. Et donc on s'est dit, voilà, on va peut-être s'appuyer sur ce qu'on sait faire déjà, qui nous a toujours intéressé à travers le Festival de Bonheur, c'est de créer des scènes immersives, des scènes justement immersives en termes de son, en termes de scénographie, en termes de lumière, de vidéo, et de créer un vrai lien entre l'organisation
et les spectateurs, spectatrices. Et c'est vrai qu'on s'appuyait sur une notion de scénographie où on a travaillé sur des scènes qui étaient, alors on n'a rien inventé, ça existe depuis toujours dans la culture jamaïcaine ou des cultures américaines de la house ou autre, mais des bouts centraux, donc des scènes centrales dans les salles où on a pu installer des scénographies sonores en octophonie autour des publics. Tu peux peut-être donner la définition de ce mot-là? Le son, l'autophonie. L'octophonie, bah oui, avec des enceintes donc à 360 degrés autour du public. Donc le public était vraiment en immersion totale puisqu'on se retrouvait après avec des cerces de tulle tout autour des publics, pareil, sur des jauges. Au début, on avait proto-testé sur une jauge de 500 places et donc des publics entourés donc d'images, entourés de sons. Et c'est vrai qu'on avait un rapport du coup, eux avaient un rapport à l'expérience qui était totalement différent. Et on a pu voir que sur des programmations, sur les suivantes, sur des jauges des fois de 500, des fois de 1000, sans tête d'affiche, avec des budgets artistiques qui n'étaient pas énormes comme sur des têtes d'affiche qu'on organisait en SMAC, eh ben on avait des publics qui revenaient et qui profitaient vraiment parce qu'ils retrouvaient peut-être un lien social beaucoup plus fort. Donc ben, c'est là qu'on a créé, c'était le début de Démocrative qu'on a fondé depuis, et ensuite qu'on a essayé de pousser un petit peu plus loin en rajoutant ben, des capteurs d'hygrométrie pour capter la température, pour capter l'humidité, des capteurs de mouvement aussi, qui passent dans des interfaces et des signaux, et qui remontent ensuite après des interprétations d'intelligence artificielle qui remontent sur des mouvements et sur des interactions, des scénographies, lumière et sonore. C'est-à-dire que c'est comme si, si je traduis, la technologie traduit l'humeur, l'ambiance, et la traduit en termes de scénographie, lumière, son, c'est ça? Tu l'expliques mieux ou pas, et c'est exactement ça, et on se retrouve du coup avec voilà, surtout un triangle entre l'organisation, l'artiste et le public, où le public devient acteur, actrice vraiment quelque part de la performance, et on trouve que c'est un projet qui est assez essentiel parce que voilà, on parle d'inclusion, on parle d'immersion, on parle aussi de démocratie clairement. Donc il y a un engagement du public, et c'est là-dessus voilà, qu'on va développer le projet Démocrative pour le prototyper, et je pense même qu'il répond à d'autres enjeux, des enjeux qui sont hyper importants, que ce soit par exemple l'environnement. Aujourd'hui, voilà, on peut avec ce projet-là doter des équipements, des lieux culturels, parlant d'un équipement qui est expérimental et qui va certainement être plus soutenable pour un artiste, une tête d'affiche en tournée, de se dire tiens voilà, on a un lieu qui nous propose une scénographie dédiée, arrêtons nos conneries de tourner avec des semi-remorques pour poser notre scénographie tous les jours dans des lieux différents. Donc voilà, il y a tout plein de bonnes intentions derrière, et effectivement une volonté aussi de dupliquer le projet à des échelles territoriales pour qu'on puisse avoir un dispositif qui se prête. Je rebondis rapidement par rapport à cet aspect RSE et tête d'affiche, dans deux choses différentes que tu as pu dire. Si je traduis, ça voudrait dire que potentiellement, en mettant l'accent sur l'expérience du public, on peut sortir de cette espèce de course vers des têtes d'affiche toujours plus grosses, avec des squatteurs de festival. C'est ça l'idée, et que du coup, ce soit même plus durable au niveau des ressources. J'en suis convaincu, si toutefois on repense aussi nos événements à une juste échelle, à une dimension humaine, en restant le plus sobre possible et non pas en courant après des jauges démesurées et aberrantes. Donc il faudrait des jauges d'à peu près combien maximum pour que ce soit une expérience qui reste... Je pense qu'en fait les jauges, il faut les définir en fonction des infrastructures en place, plutôt que d'essayer de créer des établissements ou alors de créer des festivals. Alors, c'est très important et on a ce besoin-là dans des zones rurales, en centre-ville. Arrêtons d'essayer de grandir, de repousser les murs. Il faut juste s'adapter, cohabiter aussi avec d'autres territoires. Je pense que la Fabrique d'époque, la Gaîté Lyrique le fait au quotidien, du mardi au dimanche. Donc il y a un énorme enjeu là-dessus. Et voilà, il faut juste s'adapter, je pense, et vraiment penser à l'échelle d'un territoire, c'est penser la culture de manière coopératrice avec tous les acteurs culturels à proximité. En parlant de ça, Juliette, justement, sur la Gaîté Lyrique, on en parlait tout à l'heure, il y a la question de genre, c'est un lieu qui est totalement inséré dans une topographie urbaine, au cœur de Paris, la capitale, qui était avec un ADN très numérique au début. En même temps, votre projet, voilà, comment vous intégrez ça par rapport aux installations, par rapport à l'expérience du public? Oui, pour aussi rebondir sur tout ce que tu disais, il y a plein de choses. Sur la question de l'innovation et du numérique en tant que tel, effectivement, on a un bâtiment qui est avec un équipement assez inédit,
Je ne sais pas si pour ceux qui le connaissent, c'est plus de 10 000 mètres carrés avec à la fois des studios d'enregistrement, des studios multimédia, des studios de répétition, une grande salle. Donc là, on est sur une jauge de 700 places avec un dispositif à 360 degrés, une petite salle également qui nous permet sur des plus petites jauges de travailler cette expérience son et image. Donc on a, et ce lieu est né autour, en tout cas il y a plus de 10 ans, autour du projet, autour des cultures numériques. Quand la ville remet en compétition le projet l'année dernière... Tous les 5 ans ? Tous les 5 ans, elle pose la question non pas du numérique, mais des cultures populaires. Et on a souhaité répondre en disant que le lieu a toujours su incarner son époque. Quand il y a 10 ans, et pendant les 10 dernières années, ils ont travaillé effectivement sur la question des cultures numériques et de l'Internet. Se dire comment aujourd'hui, nous on a souhaité y répondre en disant l'époque, c'est travailler sur l'interaction, le dialogue entre la création artistique et l'engagement social. Mais on bénéficie d'un outil effectivement assez incroyable, et de se dire l'expérience que l'on va proposer, on va le faire à l'intérieur de ce lieu, à l'intérieur de ces lieux, à l'intérieur de ces espaces. Et comment, par rapport à ce que tu disais, comment est-ce qu'on peut jouer des espaces et des différents formats pour s'adresser à différents publics et leur permettre de découvrir certains artistes, certaines expériences, et leur proposer un certain parcours de découverte jusqu'à la grande salle. On a évidemment un enjeu aussi sur l'extérieur. Donc on a cette capacité de jouer autour d'un bâtiment assez fabuleux. Et la notion d'écosystème, telle que tu le citais tout à l'heure, c'est que, je les ai pas dit, mais dans cette démarche collective, je vais peut-être même les citer, ces 5 partenaires fondateurs, puisqu'il s'agit d'Artifarty, l'association lyonnaise qui produit le festival Nuit Sonore et des lieux dont le sucre à Lyon et à Bruxelles, le média européen Arte, la maison d'édition Actes Sud, l'ONG Singa qui accompagne des nouveaux arrivants et réfugiés, et enfin Make Sense, qui est une association qui accompagne des entrepreneurs et porteurs de projets autour des enjeux de transition climatique et démocratie. Donc c'est vraiment tout le point de départ en fait du projet de la Fabrique de l'époque, c'est dire comment aujourd'hui un lieu culturel se replace au cœur des enjeux de nos sociétés, au cœur des enjeux de création artistique et d'engagement social, en mêlant en fait les expertises de chacun. Donc dans tous les projets qu'on va imaginer, on va essayer de créer en fait ce dialogue entre ces deux dynamiques. Et en sachant qu'on bénéficie, quand je cite ces 5 partenaires, effectivement d'un parcours, puisqu'on a notre directeur artistique, qui est donc Vincent Cavaroc, qui est à la fois directeur aussi du lieu Tropisme à Montpellier. On a un parcours qui se dessine assez naturel entre Montpellier, Lyon, Paris, Bruxelles, pour essayer d'imaginer en termes ce parcours en fait de création et de tournée qu'on pourrait faire au niveau national. Au niveau des publics, parce que il y a genre un projet. Il y a des partenaires, il y a une offre culturelle, artistique, sociale aussi. Est-ce que, malgré tous ces efforts, ça marche ? Ou est-ce que c'est toujours des publics qui sont déjà convaincus, qui viennent ? En tout cas, pour la Gaîté, c'est clairement le point de départ de la réflexion. Voilà. On est qu'au début. Ça fait 6 mois. Semaines. Ouais. Mais ce point de départ, c'est de dire effectivement, on a un public captif très jeune, qui vient au concert, qui connaît. La Gaîté est assez bien reconnue sur cet espace-là. Donc quand on prend un concert, c'est plein. Mais effectivement, là, on a une communauté publique assez homogène. Et donc, un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on diversifie. Et la manière dont on appréhende en fait ce parcours, en tout cas sur cette diversification des publics, se dire évidemment de garder ce public très très jeune, de pouvoir aussi déployer en fait sur les écosystèmes, les écosystèmes des 5 partenaires animent en fait des communautés publiques très variées. Donc comment est-ce qu'on les fait se croiser, se rencontrer au sein du lieu. Et puis la troisième aspect, c'est comment est-ce qu'on va chercher des publics qui ne sont pas naturels dans un lieu culturel, les publics dits isolés, vulnérables, en situation de précarité, et comment là, toute la question, c'est comment est-ce qu'on s'adresse à eux pour qu'ils puissent s'emparer du projet. Et donc là, parce qu'on me pose souvent la question, c'est que d'un coup, finalement, on se retrouve avec des publics très différents, mais notre approche est la même. Il faut que chaque individu qui rentre dans le lieu se sente bienvenu, se sente invité, qu'il se sente entendu par rapport à la programmation que l'on propose et la manière dont on l'accueille, qu'il se sente aussi écouté, c'est-à-dire qu'il puisse réagir, participer, et qu'ils puissent rencontrer l'autre. L'autre étant des communautés de public qu'on ne connaît pas. Et c'est cette promesse, en fait, en tout cas, qu'on essaye, nous, de décrire, en tout cas, c'est le point de départ de notre réflexion. C'est-à-dire que quelle que soit la manière dont on s'adresse et les publics auxquels qu'on souhaite inviter, qu'on puisse travailler sur cette même grille, en tout cas, d'invitation. D'invitation, et que même ressenti d'appartenance
alors que les gens ne viennent pas du tout des mêmes endroits. Cyril, tu voulais rebondir par rapport à ça? Bah oui, tu résumes, Juliette, très bien. Ça me fait penser à un projet qui s'appelle la Compagnie Guide, et qui est justement une compagnie qui a été créée pour opérer un dialogue entre les publics, parfois en difficulté ou empêchés ou isolés, et justement dans un espace culturel comme un festival, comme une salle de concert ou tout lieu culturel. Et c'est une compagnie en fait qui a été formée de 24 salariés. Ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des personnes qui sont formées, qui sont professionnelles. La directrice artistique vient et art thérapeute et travaille dans le social depuis plus de 15 ans. Et on a composé donc une équipe de 25 salariés qui sont à mi-chemin entre la médiation et la performance artistique. Et qui vont à la rencontre des publics et surtout à la rencontre de toute difficulté possible. Ça peut être une difficulté PMR, les personnes vont... Personnes à mobilité réduite, pardon, et ou aller à la rencontre de toute situation qui pourrait être une situation évaluée à risque sur un milieu nocturne, sur un milieu festif. Tu veux détailler, par exemple, donner des exemples? Des exemples, des exemples, je réfléchis parce que je suis entouré, j'ai la pression là d'un coup, mais des exemples, retrouver tout simplement un groupe de personnes qui pourraient être malheureusement en difficulté, peut-être trop d'alcool ou trop d'usage autre que de l'alcool, et qui les mettra en situation de difficulté. Donc ces personnes-là, ces guides vont à la rencontre de ces publics-là, toujours avec énormément une énergie très solaire. Il y a beaucoup de queer, il y a beaucoup de queens, il y a beaucoup de performeurs, donc il y a toujours une animation, et il y a vraiment une énergie qui est extrêmement solaire, qui communique et qui irrigue un petit peu, non pas la bienveillance, on en parlait parce que c'est très vertical et il y a ce sujet donc de dominant, mais on parle vraiment d'entraide, et donc vraiment voilà d'irriguer, et là pour le coup les publics, déjà, c'est un lien hyper important entre la production, l'organisation et les publics. C'est un lien essentiel. Et les publics, pour le coup, nous, on l'a pu le tester sur le Festival de Bonheur. C'est quand même 21 000 festivaliers en 2022, où on se retrouve avec une évacuation du site liée à une entorse. Et là, on l'a réitéré cette année en 2023, même nombre de festivaliers, festivalières, et on se retrouve avec 0 évacuation du site. On a des prises en charge, mais on n'a pas d'attaque à l'aiguille. On a vraiment des personnes qui nous font un bilan moral et qui montrent avoir désamorcé des situations qui auraient pu et qu'on a pu voir tourner avec un petit autre bilan beaucoup moins soutenable sur des éditions passées. Donc voilà, je crois qu'il faut travailler en ce sens, et ça aussi, je pense que ça participe à la mobilisation, la fédération des publics, la responsabilisation et juste le respect. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas genre vous venez dans mon lieu, dans mon festival parce que vous allez voir tel spectacle sur scène, mais on vous accueille, on vous ouvre les portes, faites de ce lieu le vôtre en fait. Il y aura les deux. En fait, c'est assumer aussi que certains publics connaîtront avant tout l'artiste plus que le lieu, et donc viendront par le lieu et découvriront des artistes. Je pense que c'est aussi complexifier et assumer qu'en fait on a des publics et donc des manières de les inviter. Mais en revanche, cette expérience-là, il faut qu'elle soit l'expérience quand on rentre dans le lieu ou quand on rentre dans la salle, elle soit commune. Cyril, tu voulais rebondir par rapport à ça ou... Non, c'est très bien. Enfin, alors, je ne sais pas si après, à la Gaîté, il y a cette place-là, mais c'est vrai que sur le festival, nous, on a la Friche Label de Mai, on a la chance d'avoir 100 000 m² d'exploitation, donc on a pu créer une place qu'on appelait le nid, qui est une safe place. Et donc voilà, on retrouve ces personnes, c'est la compagnie guide, on les retrouve, elles sont vêtues de vert, elles ont une lampe Petzl verte aussi en frontale. Donc voilà, on a un environnement aussi, une pièce qui est dédiée, qui fait 300 m², qui est dédiée donc à un accueil qui est chaleureux, qui est attentif, et sur lesquels même les gens peuvent se rendre directement. Je peux poser une question? Oui, parce que j'avais une question. Pardon, je prends une casquette. J'avais une question pour ça après. Une casquette projet, je voudrais creuser un truc. Sur cette compagnie, en fait, est-ce qu'il y a un travail en amont avec les services de sécurité, avec la Croix-Rouge? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont appelés? Comment vous gérez? Alors, on a un binôme avec la directrice artistique qui est une directrice de production chez Bipol et du festival, et qui, sur ce binôme, sont en charge de la formation en amont des équipes de sécurité, en tout cas des directions et des chefs d'équipes de sécurité, et qui, pendant l'événement, sont des interlocuteurs ou interlocutrices des agents de sûreté, des chefs d'équipe. Donc après, il y a une autre réalité, c'est qu'on fait venir les agents de sécurité
1 heure avant l'ouverture de l'événement où on leur balance un speech. Sauf qu'après, ça c'est des difficultés qu'on rencontre. La sûreté, la sécurité ne marchait pas sur un festival comme Le Bonheur parce qu'on a 120 agents ou agentes. C'est énorme. On n'a pas une seule entreprise qui est capable de former ou de livrer 120 salariés en CDI qui soient formés. Donc c'est de la sous-traitance, du recrutement un petit peu de dernier volet avec un taux d'annulation extrêmement fort. Donc voilà, on se doit d'être responsable sur la sûreté et la sécurité. Et cette compagnie guide réalise un suivi et de la sûreté que les agents ne peuvent pas faire, clairement. Marie, sauf si tu voulais rebondir, mais... Ouais, peut-être ça, en tout cas, c'est une réflexion de nous sur... Alors, on est dans une autre logique de lieu à l'année. Et en fait, sur la structuration, puisque ces dernières semaines ont donné lieu à beaucoup d'échanges avec les salariés, puisque au moment où on passe d'une délégation de service public à une concession, enfin, avec un nouvel exploitant, c'est l'ensemble des salariés qui passent d'une ancienne équipe à la nouvelle. Et donc, le projet, avec cette logique collaborative, avec cette fabrique de l'époque, a suscité pas mal de questions. Et justement, sur cette entrée des publics, et on a répondu par aussi sur cette question, parce que tu parlais de la notion d'accessibilité, d'ouverture, d'action culturelle, on peut l'appeler, par rapport à la programmation et la direction artistique. C'est un vrai sujet de comment trouver le bon équilibre entre ce qui serait un choix à faire entre l'exigence artistique et l'ouverture. Et ça, on essaye, nous, d'y répondre en disant qu'on ne veut pas faire de choix. On considère qu'on doit pouvoir faire les deux en même temps. Et une des manières d'y répondre, c'était de cette notion d'intégrer, en fait, de ne plus avoir de direction des publics, considérant que la stratégie du public relève à la fois évidemment de la direction générale, mais de l'ensemble des services, et de l'intégrer, de la déléguer à l'ensemble des équipes, à la fois des équipes techniques avec les agents de sécurité, à la fois dans la communication, dans la manière de s'adresser à l'autre, et toutes les personnes qui étaient en charge des relations avec les publics ont été intégrées à la direction artistique et éditoriale, considérant en fait que imaginer des projets qui peuvent s'adresser plus spécifiquement à certains publics isolés, vulnérables, doit s'intégrer à la manière de programmer le lieu. Donc on parle tout de suite de hiérarchie, d'essayer de casser ces hiérarchies au sein des lieux, pour dire qu'en fait tout relève d'un même projet, avec évidemment des formats, des artistes, des salles, des expériences différentes, mais tous relèvent d'un même projet. C'est parfait, je voulais justement poser une question là-dessus et je vais rebondir. C'est-à-dire que le projet, il est co-construit en interne. Est-ce qu'il est aussi co-construit avec les publics directement en amont ou au quotidien ? Quand on parle effectivement de coopération, avec cette idée de démarche collective, ça a été un des plus gros sujets avec la ville de Paris, c'est comment ça marche. Comment ça va marcher avec autant de personnes, autant de partenaires, des partenaires très différents, etc. Donc on a commencé par déjà, quand on parle de coopération, il y a une différence entre de la concertation et de la décision. Donc on a mis en place des instances de concertation, un comité éditorial où on a les 5 partenaires fondateurs avec les équipes de la Gaîté sur les sujets de contenu, de communication, et un comité stratégique sur les sujets qui est pareil, de la même mécanique, à la fois partenaires fondateurs et équipes. On a mis en place, et tout ce qui relève de la décision relève de l'équipe de direction que je dirige. Donc une fois que ça, et ça c'était vraiment en fait la première brique, gros chantier, ouais. Voilà, la première brique de mettre en place en fait la dynamique de coopération avec effectivement ces dynamiques de concertation puis de décision. Et ça, on est en train, et on le teste, on continue à le tester pour les prochains mois, qui va nous permettre après de pouvoir continuer à ouvrir, on va dire, le lieu, ouvrir la boîte. Ce lieu ne nous appartient pas, on le dit souvent. Il nous est confié pour les 5 prochaines années. Donc comment est-ce qu'on le met en partage ? Donc la deuxième vague, c'est plutôt de permettre d'inviter, en fait, on invite en fait des acteurs, d'autres acteurs qui viennent des arts et de la culture, des médias et des projets à impact, venir habiter et travailler dans le lieu. Donc dans les 6e et 7e étages, là on a tous les studios et les espaces de travail. Et on va dire que la troisième vague qui va pouvoir prendre place à partir de septembre, c'est comment est-ce qu'on propose au public, aux différents publics avec effectivement des cibles spécifiques à venir participer, mettre la main à la pâte et pour pouvoir programmer le lieu avec nous. Et comment ça se passait cette programmation ? Là on a différents moyens. On a mis en place en fait des programmations avec des espaces quotidiens qui nous permettent en fait d'inviter des collectifs, des médias au quotidien pour organiser, ça peut être des conférences, des débats, des ateliers. Et puis après, on va mettre en place un comité des jeunes pour effectivement pouvoir avoir un groupe un peu plus spécifique, pour pouvoir imaginer des projets en sachant qu'on ne va pas définir pour eux. Donc l'idée, c'est qu'on puisse d'abord les rencontrer,
Imaginer leur donner en fait accès aux différents outils. On a un studio de podcast, on a un espace de projection, on a des espaces ouverts avec un café. Donc se dire comment les entendre, en fait c'est toujours la même chose, les entendre, les faire rentrer dans le lieu, les entendre, les écouter et de se dire après comment est-ce qu'on peut construire quelque chose avec eux. Cyril, je sentais que tu voulais réagir ou j'ai peut-être mal senti. Non, mais Juliette dit tout et très bien à chaque fois avant moi, donc j'ai pas grand-chose à répéter, mais j'aime beaucoup justement d'appuyer ce triangle, organisation, public, artiste, et au final les publics et les artistes, quelque part, des fois on peut même se dire qu'ils forment qu'un. Sur le Bon Air, on invite 90 artistes. Il y a quand même 46 qui viennent du territoire. Et on a 13 collectifs d'artistes. Et sur ces 13 collectifs d'artistes, que l'on cède évidemment des places à une jeunesse entrepreneuse, on se retrouve avec des gens qui étaient publics 1 an avant, 2 ans avant. Et même cette année, on a monté donc un comité de programmation. Donc il y a nos équipes artistiques, mais il y a aussi 3 ambassadrices qui sont des artistes locales et qui font ce travail de défrichage. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir quelque chose de très homogène et d'avoir un écosystème au-delà de tous les coopérateurs, coopératrices ou entreprises qui coopèrent sur le festival. On se dit que l'écosystème, le public, peut en faire partie. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, où je pense qu'on aura plein de choses à apprendre de ton projet. Il y aura un Aix-Marseille. Marie, moi j'avais une question par rapport à dans les critères d'aide du CNM sur un certain nombre de lieux ou d'événements qui veulent innover et renouveler ça. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques sur pas juste ce qui se passe sur scène, mais le contexte général, l'égalité, le RSE, etc. Ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui va venir plus tard? Oui, il y a des critères. Alors, il y a des critères qui sont des critères d'appréciation. Alors, nous, on a des critères d'accès administratif, c'est des critères de recevabilité, on va dire assez basiques. J'organise un concert, si j'ai pas de licence, j'ai pas accès, ce genre de choses. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un faisceau d'indices, qui sont des critères d'appréciation, avec une subtilité qui est que certains critères peuvent s'avérer rédhibitoires. Donc, en fait, il y a des critères d'appréciation qui sont des critères d'appréciation malussants, on va dire, et des critères d'appréciation bonusants, en gros. Et donc, bien évidemment, tous les critères qui peuvent s'apparenter à de la RSE, mais en disant ça, ça me fait un nœud, parce que pour moi, tous nos critères s'apparentent à de la RSE. Mais bref, sur les critères vraiment identifiables, qui sont pas par exemple des critères économiques, mais plutôt des critères égalité femmes-hommes ou des critères transition écologique, ils sont nommément cités dans nos dispositifs. Et là, ça va être bonusant. Mais pas bonusant forcément en sonnant et trébuchant, ça va être, on va dire, de la subtilité et du psychologique dans l'attribution de l'aide. Et notamment sur les montants. C'est-à-dire que, en gros, un festival qui coche tous les critères d'appréciation basiques, qui demande 100. Vous précipitez pas à nous demander 100, hein, c'est un exemple, 100 c'est un euros, chiffre. c'est tout. Oui, 100 euros, 12. Qui nous demande 100. Il va peut-être avoir 50 ou 60. Un autre festival similaire dans son organisation, etc., mais qui va avoir développé tous les éléments que vous avez mentionnés et d'autres, il va avoir 100. En fait, c'est vraiment ça où je dis que ça va être des critères qui vont être bonusants. Après, très clairement, on a un énorme travail à faire là-dessus. On le commence généralement sur le côté en créant des commissions spécifiques sur les thématiques, parce que c'est aussi important pour accompagner les porteurs de projets. Donc égalité. Donc par exemple égalité femmes-hommes ou transition écologique, puisqu'on a lancé cette année une commission transition écologique, ou innovation, sachant que pour être honnête, innovation, ça n'est pas nous qui l'avons lancé, mais c'est la DGMIC qui nous l'a confié. Qui nous a confié le budget pour opérer ce dispositif. Et en fait, clairement, nous, dans notre idée de réfléchir les aides et plus globalement l'accompagnement des porteurs de projets, parce que là, je parle en sonnant et trébuchant, mais bien évidemment, il y a aussi des accompagnements non financiers, avec du compagnonnage, avec certains salariés du CNM, comme Maxime Thibault, qui était là tout à l'heure, qui accompagne les titulaires, les gagnants du prix d'innovation, mais d'autres acteurs, etc., etc.
Je suis partie trop loin. Oui, voilà. Non, et au bout d'un moment, en fait, l'idée, ça c'est notre projet à moyen terme, c'est de ramener ces éléments spécifiques dans nos commissions. Et clairement, nous, c'est un gros enjeu méthodologique de l'équipe CNM et des acteurs avec lesquels on travaille, c'est comment aujourd'hui, c'est comme je vous le disais, c'est bonusant, mais on ne peut pas mettre un pourcentage, etc. Comment on réfléchit à quelque chose qui soit vraiment, voilà, je fais ce travail-là de diversification de mon public avec cette prise de risque-là, ça vaut tant. Enfin, je rêve peut-être, mais on essaye vraiment de réfléchir à des mécanismes comme ça, en tout cas. Et c'est vrai que sur les critères, c'est essentiellement développement durable, c'est l'égalité. Il n'y a pas encore, si je ne m'abuse, d'éléments bonusants sur le handicap, sur l'antiracisme, etc. non plus. Alors, si c'est dur, encore une fois, quelque part, si on prend tous les critères du CNM, je l'ai déjà fait, je peux tous les ranger dans les piliers du développement durable. Puisque à partir du moment où on dit qu'on soutient l'économie de l'émergence et pas l'économie de la tête d'affiche, on est sur un pilier du développement durable. Ceci étant dit, j'ai oublié la question. Sur le handicap, sur l'antiracisme, etc. Bien sûr. Alors, on a clairement des dispositifs de soutien, et au départ, c'est pour ça que j'étais là. Donc, je vais en parler maintenant. Merci, Émilie. On a des dispositifs de soutien à l'équipement des salles et à l'équipement des lieux. Et donc là, pour le coup, formellement, ça ne devient même plus un critère puisque c'est l'objet de la demande. Une salle va pouvoir nous demander un soutien pour divers équipements. Ça va pouvoir être pour de la mise à jour de ses LED, mais ça va pouvoir être aussi pour un accès PMR, pour la mise en place d'éclairage permettant aux personnes qui pourraient être embêtées en sortie de concert, voilà, de réfléchir pourquoi pas à des loges beaucoup plus sécurisées ou beaucoup plus agréables. Enfin voilà, on peut traiter tous ces sujets-là. Donc oui, PMR, oui, mais c'est pas un critère, ça va pas être un critère, c'est juste l'objet de l'aide, parmi d'autres aides équipements. Et ensuite, on a créé il y a 1 an maintenant, et on est en train vraiment de le développer, un plan de soutien à la transition des lieux. Donc dans le lieu, il y a salle et festival, dans lequel là, en fait, on va demander aux bénéficiaires potentiels de nous raconter sa transformation, quelle transformation il vise, et on va l'accompagner dans cette transformation. Donc, quel est son point A, à quel point B il veut arriver. Et là, ces questions-là sont fondamentales. On lui demande même de chiffrer les impacts que vont avoir les transformations sur lesquelles il va agir. On va lui permettre d'agir. Voilà. Donc ça, notamment sur les publics, par exemple. Ou sur, et notamment sur l'expérience spectateur. Notamment sur... en fait, il y a 5 volets. Il y a l'expérience spectateur, la transition écologique, le son, la sécurité sanitaire, et je dois en oublier un dernier. Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et en fait, encore une fois, je ne peux pas vous donner d'exemple, puisque nous sommes en train de recevoir les premiers dossiers, et c'est la capacité d'innover, d'inventer et d'écrire du porteur de projet qui pourra me permettre, dans 1 ou 2 ans, de vous dire ce qui se passe sur... Refaire ce panel. Sur l'expérience spectateur. Mais du coup, par rapport à quelque chose que tu m'as dit hier, et dans le prolongement de ça, il y a la question de la démarche, en fait, des personnes qui décident d'infuser leur événement, leur lieu de valeur. Ça, donc, dans le cadre de ce que tu expliques, c'est important. J'imagine que c'est des choses que vous avez évoquées, mais c'est bien le cas. C'est essentiel pour moi, mais ça pose deux choses. Pour moi, il y a à la fois se dire qu'aujourd'hui, les publics regardent en fait le lieu avec sa responsabilité. Donc, je pense voire même, est-ce qu'on peut dire, ils choisissent aussi les endroits où ils vont en fonction des valeurs qui les animent eux-mêmes. Et puis, ça pose aussi une autre question sur la question de la structure. Ça change nos métiers en tant que tel, en tout cas, sur concevoir en fait aujourd'hui la programmation, de la communication, de la sécurité, en ayant en tête ces questions d'accessibilité, de diversité, de discrimination, de lutte contre la discrimination, de transition écologique, change fondamentalement en fait les métiers d'acteurs culturels. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne nos équipes au quotidien pour pouvoir
accompagner la transformation. Et donc c'est nous cohérent en fait de la mise en les questions qu'on se pose en tout cas au point de départ de la fabrique de l'époque. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec des associations comme Singa, comme Make Sense, qui ne sont pas des acteurs culturels, clairement, qui ne savent pas exploiter un lieu, mais en revanche qui vont pouvoir nous accompagner sur ces sujets-là plus spécifiquement. Cyril, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je pense que c'est essentiel, non, mais d'avoir d'un côté effectivement ce type de critères d'éligibilité ou de recevabilité dans des programmes, c'est essentiel. Et c'est essentiel pourquoi ? Justement, je pense pour que les actrices acteurs culturels pensent de manière spontanée et intuitive à rentrer des engagements. Aujourd'hui, je pense que le public, il s'y trompe plus. Il suffit pas pour un festival d'être signataire de la charte Drasticon Plastique et derrière de vendre du Coca-Cola et 100 tonnes de brasseries internationales qui viennent de l'autre bout de la France. C'est pas très cohérent. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, et encore plus demain, le public va être très sensible à la typologie, à l'engagement de l'organisation. Et ira et fera vivre les festivals et on fera vivre leur action, leur sortie culturelle pour des mêmes valeurs et des proximités de valeurs qui sont fortes. J'avais une dernière question, parce qu'on arrive bientôt à la fin, avant d'ouvrir au public pour les questions. Comment est-ce que vous prolongez l'expérience spectateur, spectatrice, après l'événement, en gardant contact avec le public ? C'est quoi la relation entre le lieu, l'événement, avant, après le spectacle et hors du lieu ? Cette dernière question. On a créé le Bon Air Off en fait autour du festival Le Bon Air qui permet de confier la production à des jeunes entrepreneurs culturels et qui vont organiser, donc on les accompagne. Il y a un unique souci de transmission et de formation et de les laisser produire des événements qui sont off, qui ne sont pas portés par la licence de Bipol, qui ont leur propre économie, que l'on va peut-être appuyer ou aider en ressources humaines, c'est certain, en compétences ou des fois numérairement. Et voilà, c'est des événements qui irriguent tout au long de l'année le territoire. Donc ça, c'est des gens qui étaient par exemple dans le public, qui étaient dans le public, qui ont pu devenir collectif d'artistes et qui ensuite ont saisi l'opportunité ou nous ont manifesté la volonté de devenir entrepreneurs culturels. Et pour des gens qui sont dans le public et qui n'ont pas du tout vocation à devenir artistes ou collectifs, est-ce qu'il y a... Comment vous gardez le lien ? Est-ce que vous gardez le lien et comment ? On n'a pas de cashless, donc non, on refuse le cashless pour ça justement. Mais après on a la chance d'avoir un lieu culturel qu'on habite tout au long de l'année, donc on arrive à raconter une histoire annuelle et non pas sur un temps unique et dédié au festival. Donc c'est en fait via la programmation à l'année que les gens reviennent et que oui. Et toi Juliette ? Via la programmation, mais c'est aussi effectivement d'un coup la problématique du lieu, c'est de se dire d'identifier les différents publics qui viennent et d'essayer d'écrire en fait des parcours en fait typiquement des étudiants là on a avant même l'ouverture du lieu on travaille avec l'association Linky pour les distributions auprès d'étudiants en situation de précarité. C'est plus de 300 étudiants qui viennent chaque jeudi pour récupérer leurs colis. Et c'est-à-dire là on a laissé ce temps-là pendant avant l'ouverture, donc depuis mars, entre mars et mai, pour qu'ils puissent rentrer dans le lieu, appréhender l'espace. Et puis au fur et à mesure maintenant, voir l'espace bouger puisque les portes sont ouvertes avec d'autres programmations, les concerts, les conférences, etc. Et donc là, nous, c'est de se dire, voilà, on prend ce temps-là et notre objectif est de pouvoir évidemment de les inviter, de les voir dans la salle. Donc d'imaginer des dispositifs de financement croisés, de mécanismes de générosité à la fois par le lieu, avec nos partenaires avec lesquels on programme, mais aussi avec les publics qui pourraient eux-mêmes dans le cadre de billets partagés, de billets suspendus, etc., dans lequel on pourrait développer en fait ces mécanismes-là. Un artiste, un public qui vient et qui se dit tiens, je vois quand je rentre qu'il y a un programme, si je suis porteur de projet, si j'ai une idée, j'ai des studios et j'ai des studios de résidence et des programmes d'accompagnement, je peux lui proposer, en tout cas il va comprendre qu'il va pouvoir revenir et me proposer un projet. L'inscription dans le territoire et avec les acteurs est un des critères de notre commission festival, par exemple. Ah bon entendeur, salut. Entendeuse. Et du coup, donc on va clore, mais donc si je résume, il y a quand même cette histoire de travailler un lieu et une communauté comme un point de ralliement et de partage, mais pas forcément encore où ça va se faire peut-être naturellement comme un réseau qui ensuite fait partie de la manière de transformer l'expérience
spectateurs, spectatrices? En fait, j'essaie l'exercice de toujours mettre tout le monde dans une même expérience, c'est-à-dire que peut-être assumer qu'on ne veut pas mettre dans une même c'est même pas une même communauté. Non, un réseau, une communauté, c'est censé être ouvert. Enfin. Oui, mais un réseau, oui, est-ce que c'est le même lien? Enfin, ce qui les relierait, c'est l'expérience de la gaieté. Je l'espère, mais en tout cas, elle sera parmi d'autres. Mais en tout cas, c'est des parcours, en tout cas, c'est des publics qui viennent, qui sont habitants du territoire, qui puissent passer par là, s'y retrouver. Des artistes qui, dans leur parcours eux-mêmes, se disent passer par la gaieté est un moment de tremplin dans mon parcours professionnel. J'ai un entrepreneur qui a envie d'être accompagné et qui puisse d'un coup se dire ou recommander en disant passe par là puisque tu vas pouvoir rencontrer des écosystèmes venant de la solidarité, des médias. Tu peux rencontrer Arte, tu peux rencontrer Singa et plein d'autres. C'est ces histoires-là que j'ai envie de... Des portes d'entrée différentes, quoi. Cyril? Je pense sur un territoire, la Friche à Belle de Mai, je ressens un petit peu les mêmes choses. On a un lieu qui est extrêmement ouvert sur le territoire, sur son quartier, public de proximité, qui est un village extrêmement pauvre, qui est la Belle de Mai. Et c'est vrai que ces publics, on les accueille tout au long de l'année. On a là, au-delà des événements culturels, on a un playground, on a aussi un restaurant, on a une crèche, où on arrive justement à obtenir cette mixité des publics et qui est essentielle. Et donc à travers le festival, évidemment, on les retrouve, ces publics. Alors on les retrouve en tant que festivaliers et festivalières, mais aussi sur de l'insertion professionnelle. On en a intégré 4 dans la compagnie guide dont je parlais tout à l'heure. On en a intégré 4 aussi sur le projet Les Cuisines, qui est un projet de notre restauration festivalier qui fait uniquement des plats locaux avec des recettes méditerranéennes. Donc on a un chef qui est Babier de la Belle de Mai qui tient les manettes du restaurant pendant 3 jours. Et donc voilà, c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année, au quotidien. Marie, tu voulais rajouter quelque chose? On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Si des gens n'ont pas fait leur sieste et qu'ils ont donc des questions ou pas. Oui, il y avait une question? 3 questions? Allez-y. Pas de questions? Pas de sieste et pas de questions. C'est un peu dommage. Mais bon. Vous savez pas timide, hein? On va s'arrêter là alors. Merci beaucoup. Merci.